David, Cécile de Ménibus. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée et qu'elle se finira en beauté avec nous. Philippe David, bonjour. Oh, bonjour Cécile. Vous êtes en forme, mais quand je vous vois, je suis en forme. Surtout qu'aujourd'hui, vous êtes encore plus pétillante que jamais. D'accord, vous avez un truc à me demander encore. Ah, pas du tout. Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez, vous avez dit du bien de moi devant moi, donc ça m'a fait du bien. Il m'a fait que des blagues depuis une heure dans le bureau. Incroyable. En tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Zach qui vous attend, bien entendu, avec Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir, mon cher Philippe Bilger. Bonsoir, mes amis. Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et j'ai Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Cécile. Et vous, 0826 300, sera bien entendu ravi de vous accueillir. Et puis aujourd'hui, puisqu'à partir de 18h30, c'est le grand débat. Le grand débat, l'événement, la seule très grande ville qui peut tomber aux mains de LFI, c'est la ville rose, c'est Toulouse. Et le débat qui opposera Jean-Luc Moudinque et François Piquemal sera sur Sud Radio de 18h30 à 20h. Avec nos partenaires. Avec nos partenaires de la Dépêche du Midi, bien évidemment. Et Christine Bouillot qui sera là pour la Dépêche du Midi. Ce seront Jean-Noël Gros et Béatrice Collin, de nos amis et confrères de la Dépêche du Midi. Qu'on salue, bien entendu. Bien au sommaire de cette émission, à 4 jours du second tour des municipales, Bruno Retailleau, le président des Républicains, a refusé d'apporter son soutien à Christian Estrosi, maire sortant de Nice, qui affronte au second tour l'ex-président des LR, Éric Ciotti. Et on vous pose cette question municipale. Les LR sont-ils définitivement fracturés? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300, et moi je dirais simplement en latin sur les LR, de profundis requiescat in pace, qu'ils reposent en paix. Philippe Bilger. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette ritournelle sur la prétendue mort des Républicains. Avec vous, Sébastien Ménard. Ça me fait pas plaisir le fait que Retailleau n'aide pas Estrosi, mais justement pour ressusciter les Républicains, je pense que Retailleau prend la bonne position. Et donc s'il faut ressusciter les Républicains, c'est donc bien qu'ils sont morts. Et parler de résurrection à quelques jours de Pâques, ça ne s'invente pas. C'était le point de vue de Sébastien. Et à 17h50, on va y arriver. Notre beau Flavio qui est avec nous en direct chez nous, ici dans le studio. Ça va, Flavio? Ça va très bien, et vous? Ça va, avec un grand moment encore. On a à nouveau une grande vidéo aujourd'hui, quelqu'un qui soit tout simplement très énervé au téléphone, un appel encore une arnaque de plus sur le bon coin. Voilà, il est un peu plus qu'énervé, c'est-à-dire qu'il est même menaçant. Exactement. On va en parler à 17h50. Et tout de suite, on vous souhaite la bienvenue avec cette question du jour. Les LR sont-ils définitivement fracturés? C'est évidemment les municipales, et vous dites oui à 93%. Et c'est le grand débat du jour. Je me bats pour cette ville depuis toujours. J'ai décidé il y a 3 mandats de dire aux Niçois, plus jamais je n'exercerai de mandat de politique nationale pour me consacrer à vous. C'est que je suis là pour rassembler tout le monde, tous ceux qui ne veulent pas demain voir le lieutenant de Marine Le Pen être à la tête de cette ville et la faire plonger dans un précipice. Christian Estrosi, s'il devait être réélu, cela fera 50 ans qu'il siège au conseil municipal. Il a été élu en mars 1983. Sincèrement, en démocratie, à un moment, il faut aspirer un peu au changement. Et puis pour lui, c'est pas mal d'avoir un peu de repos. Écoutez, on avait un accord national avec Horizon, notamment, qui comprenait Nice. Maintenant, cette campagne était délétère. Donc la question que vous me posez désormais, j'y réponds en disant c'est désormais aux Niçoises et aux Niçois de trancher. Les vraies voix Sud Radio. Et donc le patron des LR, Bruno Retailleau, a refusé ce mercredi d'apporter son soutien au maire sortant Christian Estrosi à Nice. Julien et Muriel sont avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Muriel, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir. Bien. Bonsoir Monsieur Bilger, que je ne vois plus à la télévision. Parce qu'il a décidé de se consacrer complètement à Sud Radio. Et on est très heureux. Mais vous pouvez le voir. C'est la version d'une journaliste. Non, c'est une version que j'aime particulièrement. Voilà. Non, mais c'est une boutade. Hein. Oui, j'ai bien compris. Mais vous pouvez le regarder sur YouTube en même temps. Vous êtes en direct sur YouTube, donc vous pouvez le regarder. Mais je pense pas y aller. Voilà. Comme ça, je vous donne. C'est sudradio.fr. C'est facile, comme ça, vous le verrez encore à la télé. C'est un Sud Radio. Voilà. Cécile a raison. Voilà. Ma chère Muriel, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les. Ma pauvre dame, moi, je suis complètement perdue parce que moi qui suis une républicaine dans l'âme et bien avant encore, puisque ça fait
plus de 30 ans que ça existe et que je suis je suis passé un peu dans tous les changements de nom. Alors, tout à l'heure, on entend Retailleau qui soutient Ciotti et Michel Barnier qui soutient... il n'a pas soutenu... Excusez-moi, Muriel, il n'a pas soutenu Ciotti. Il a dit « Je laisse les Niçois décider dans les urnes ». La première version, c'était pas celle-là. Ah, moi, c'est ce que j'ai écouté sur une chaîne concurrente. Hein. Je laisse... parce que... Il l'a dit, d'ailleurs. Ouais, il l'a dit, on l'a entendu. Je dirais pas rien parce qu'il y a une phrase dans le qui c'est qui l'a dit. Alors, je ne trahirai pas. Ça se trouve, c'est une espionne. Elle vient chercher les résultats. C'est Gérard Larcher qui a... Attendez. C'est Gérard Larcher qui a dit voter Estrosi. Oui, c'est Larcher. Pardon, Muriel. Non, c'est Michel Bernier. Michel Garnier, pardon. Barnier, voilà, qui a envoyé un message en disant qu'il soutenait Estrosi. Voilà. Bon, on va faire réagir écoutez, Muriel. Je suis 24/24 sur la télévision. Ah non, mais Muriel, on vous croit, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Sébastien Ménard. Mais en fait, on a deux, j'ai envie de dire, deux doctrines. La doctrine éternelle, qui est celle d'une droite de gouvernement anti-extrême. Voilà. Cette droite-là à Marseille, c'est 10, 12, 14%. Et puis vous avez une droite un peu plus réactionnaire qui est pas encore entre guillemets, qui ne peut pas se confondre avec l'UDR ou avec le Rassemblement national, mais les électeurs sont partis là-bas. Donc aujourd'hui, vous allez avoir évidemment des Retailleau. Si Retailleau veut une chance d'exister dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est évidemment pas auprès de Larcher ou auprès de Michel Barnier qui pourra faire ses emplettes. Il ne peut quelque part gagner des voix qu'à la droite de la droite, ce qu'il fait, et c'est le choix qu'il prend. Et puis je ne suis pas persuadé, par principe, les questions de Sud Radio sont pertinentes. Et c'est vrai que Nice soit un parfait exemple de l'incohérence qu'on prête aux Républicains. D'abord, l'accord, comme l'a très bien dit Bruno Retailleau, entre Horizon et les Républicains est en grande partie gangrené par l'atmosphère très singulière de Nice. Et deux autres éléments très rapidement. On a avec Ciotti quelqu'un qui a longtemps été chez les Républicains, et de l'autre côté avec Estrosi, quelqu'un dont la ligne de conduite n'a pas été marquée par une absolue stabilité. Ça a bougé un peu. Ça veut dire que il est évident que Nice permettait à Bruno Retailleau, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, de laisser les Niçois trancher. Allez, Joseph, dans un instant, votre avis. Philippe David, dans un instant aussi. Muriel et Julien, 0826 300 300, si vous voulez faire comme eux. Vous êtes les bienvenus. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h, sauf qu'à partir de 18h30 aujourd'hui, on va revenir sur les municipales à Toulouse avec un enjeu particulier, Philippe. Un enjeu particulier puisque la ville rose est la seule très grande ville de France qui peut tomber aux mains de la France insoumise, et ce sera donc l'événement sur Sud Radio de 18h30 à 20h ce soir, le débat qui opposera François Piquemal et le maire sortant Jean-Luc Moudinque. Avec nos amis de la Dépêche du Midi, animé par Christine Bouillot. Et autour de cette table, Philippe Bilger qui est avec nous, Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech, et Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs, avec Julien qui est avec nous au 0826 300 300 et Muriel qu'on a gardé. Bonsoir Julien. Je vous donne la parole dans quelques instants, Julien, ne bougez pas. Joseph Touvenel, sur cette question du jour, est-ce que les LR sont définitivement fracturés ? Définitivement, je sais pas, mais ils sont fracturés. Alors il y a le cas de Nice qui est particulier. Ciotti et Estrosi, c'était les meilleurs amis du monde, et quand les meilleurs amis commencent à se taper dessus, ça devient sanglant. D'accord. Mais quand on regarde ce que sont les LR, quand j'entends certains Ciotti avec l'extrême droite, qu'est-ce qui s'est passé récemment au Parlement européen avec François-Xavier Bellamy, qui est un homme qu'on ne peut pas quand même cataloguer d'extrême droite. Il a réussi à réunir toute la droite du Parlement européen pour la première fois, à l'unifier pour faire passer un texte pour réglementer l'immigration illégale. Est-ce qu'on lui reproche ? Non. À juste titre, me semble-t-il, il a fait œuvre utile en rassemblant, et pour la première fois, ces droites se sont unies pour mieux organiser ce qui touche l'immigration illégale. Alors on peut pas
sur le territoire national tenir un discours et en tenir un autre quand on est au Parlement européen. C'est pour ça qu'ils sont fracturés. Je vois pas le rapport. Alors, pardon. J'entends dans les arguments, j'entends le mariage avec les extrêmes et l'extrême droite. C'est exactement qui, sous l'égide des LR, sous l'égide de François-Xavier Bellamy, c'est passé au Parlement européen. Alors, ce qui serait à l'intérieur de l'Hexagone, ça serait mal, et ça serait bien à l'extérieur. Il va falloir m'expliquer la logique. Alors moi, ce que je trouve à pleurer de rire, c'est le comportement des Républicains. Parce que je tiens à rappeler quand même une chose. Là, on critique Retailleau parce qu'il ne soutient pas Estrosi, qui est membre de Horizon. Mais à Reims, le maire sortant, Arnaud Robinet, Horizon, face à lui, il y a une entente entre les Républicains et le Rassemblement national. Alors on va dire qu'ils vont être exclus des Républicains. Hier, il y a une alliance, les Républicains, Rassemblement national, contre divers droites. Mais où on va pleurer de rire, c'est à Montauban. Et vous savez, on en parle beaucoup dans un livre qui s'appelle Les Tontons Flingueurs, où les LR, pour contrer l'UDR, le successeur de Brigitte Barège, se sont alliés avec Renaissance, et c'est à pleurer de rire avec le Parti radical de gauche. Alors, excusez-moi, les LR ne savent plus où ils habitent. Les LR ne représentent plus rien. Et je crois que la principale erreur des LR, c'est qu'ils ont récupéré ceux qui étaient... Oui, il y a des consignes qui n'ont pas été respectées. Oui, c'est qu'ils ont récupéré ceux qui étaient partis parce que Wauquiez était trop à droite. Je pense en particulier à Valérie Pécresse et à Xavier Bertrand, qui sont revenus parce qu'ils avaient des ambitions présidentielles et qu'en partant tout seuls, ils auraient fait 0,5% des voix. D'accord ? Alors ils sont revenus, Valérie Pécresse a gagné la primaire avec le score brillantissime de 4,7%. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, LR va finir comme le Parti radical de gauche, à 1% des voix. Ils sont à 4, ça peut aller très vite. Regardez le PS à la dernière présidentielle. Mais tant que les LR n'auront pas fait une clarification idéologique, ils n'existent plus parce qu'ils n'ont rien à proposer. Sauf dans les territoires. Ils pèsent encore dans les territoires. Julien est avec nous. Pardon, 0826 300 300 de Chambéry. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le problème des LR, c'est qu'il n'y a pas de ligne idéologique. Voilà. Tant que l'on n'aura pas tranché cette ligne, on arrivera toujours dans des accords un peu contre nature. Parce qu'en fait, moi, je suis adhérent LR. Mais moi, je suis pas adhérent LR pour aider l'élection de macronistes, de RN ou de n'importe qui. Moi, je suis militant pour aider l'élection de personnes qui sont membres de LR. Le problème, c'est qu'on ne sait plus où on habite parce que personne n'est d'accord au sein du même parti. Barnier n'a rien à voir avec Retailleau, qui lui-même n'a rien à voir avec d'autres qui ont adhéré récemment, donc Bertrand et Pécresse. Bref, on n'y comprend plus rien. C'est un peu comme le PS, hein. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Hein. Et LR, heureusement qu'on a un ancrage local. Ah oui. Parce que sinon, on serait, mais en fait, on est un peu comme un canard sans tête qui court un peu comme ça au gré des élections. On choisit une alliance qui nous intéresse ici et pas forcément la même ailleurs. Moi, je suis très déçu parce que je pense que on a fait un grand parti, qu'on paye maintenant 10 ans d'incertitude idéologique parce qu'il aurait fallu que l'on choisisse. Est-ce qu'on a une doctrine centriste? Est-ce qu'on a une doctrine plutôt patriote? Et que si les personnes qui n'étaient pas d'accord, elles seraient parties ailleurs, mais au moins on aurait des fondements idéologiques solides. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve maintenant à courir à qui mieux pour avoir des postes, alors qu'on est quand même le parti héritier du gaullisme, historiquement, et on se rend compte qu'en fait maintenant on n'existe carrément plus. Moi je suis très en colère quand j'entends ça, parce qu'on se rend compte que là-haut, en fait, ils s'en fichent un peu de ce que nous, militants, on pense. Moi, je crois beaucoup à une personnalité qui est droit dans ses bottes, qui est David Lisnard, et son score au municipal prouve que c'est quelqu'un de terrain sur lequel on peut compter. Et il faut qu'on retrouve une personne qui pilote ce navire LR. C'est pas possible autrement. Julien, réaction de Philippe Bilger. Mais cette maison LR, elle est pilotée. Et mais non, je ne vois pas pourquoi mon ami Philippe pleure de rire. Il n'y a ni de quoi pleurer, ni de quoi rire. On a une maison, on sait que cette maison est en construction avec Bruno Retailleau. Et on prend des exemples dans certaines villes qui ne démontrent absolument pas le caractère structurellement négatif de la droite républicaine, mais les quelques problèmes qu'elle a à résoudre, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce pessimisme délirant qui s'attache aux républicains? Attendez. Parce que tout à coup, ils ont quelques problèmes. Un petit mot avant de vous donner la parole, Sébastien Ménard.
Ménard, les villes de plus de 3500 habitants où chaque parti est arrivé en tête. Les LR, 133 villes quand même, premier et derrière le PS 80. Donc on n'est pas si mal placé que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi quelque part décorréler l'analyse très parisienne qu'on est en train de faire, pardonnez-moi mesdames, messieurs, mais en collectivité, dans nos régions, on ne prend pas nos ordres. C'est fini ça. C'est-à-dire que des gens qui décident rue de la Boétie, je parle d'un temps que j'ai pu connaître quand j'étais moi-même adhérent à l'UMP, c'est fini. C'est-à-dire que les coups de téléphone de Paris, du machin, du parlementaire qui dit tu vas faire ci, tu vas prendre ça, c'est fini. Moi j'ai vu des cas où les gens se sont pas représentés sur des pressions qui venaient des sièges des partis. Monsieur Philippe David, monsieur Sébastien Ménard. Je quitte la vie municipale dans quelques jours, mais j'ai 25 ans de bouteille, vous avez quelques années de journalisme, voilà, je me permets juste de dire ça, c'est fini, le monde il a changé. Donc vous avez évidemment dans des villes, à un moment donné, une élue LR installée et très fidèle à son pays, à ses valeurs, qui va composer au deuxième tour avec Horizon, parfois même avec Renaissance, qui a pris le modem, qui a pris machin, etc. Vous avez il y avait 35 000 élections municipales, il n'y a pas une doctrine qui s'impose partout, et évidemment aujourd'hui, quelque part, de faire d'une règle de ces 35 000 exceptions, je trouve... Ça veut dire que le principe, c'est quoi qu'il arrive de garder la ville. Mais il n'y a pas que, pardonnez-moi Philippe, je termine, il n'y a pas que garder la ville pour garder la ville. Il y a des gens qui se retrouvent sur des projets. Il y a des gens qui... si vous prenez par exemple, allez, je parle de Biarritz, je ne suis pas candidat, mais il y a un projet, il y a un gros projet sur la plaine d'Aguilera, autour du rugby. Tous les candidats ne sont pas d'accord, et puis des candidats là ont fusionné parce qu'ils sont d'accord. Et pourtant, vous avez un candidat de gauche qui fusionne avec un candidat de droite. Je ne crois pas qu'on puisse détecter une ligne politique d'un parti, c'est de ça dont il s'agit. Oui, sur le terrain, on est d'accord. Et d'ailleurs, moi-même, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la même chose. La force des LR, elle est encore sur le terrain. Mais la ligne d'un parti ne se juge pas sur pour ou contre tel projet de rugby dans telle ville. Mais non, évidemment pas. Évidemment pas. Et c'est donc c'est là où le bas blesse pour les LR. C'est au niveau du sommet. Là, vous dites vrai. Merci. Moi, je crois que le problème, c'est que les LR ont eu la stupidité, il n'y a pas d'autre mot, de reprendre ceux qui étaient partis en trouvant qu'ils étaient trop à droite. Alors évidemment, si Wauquiez était trop à droite, avec Retailleau, ils sentent pas bien. Mais il faut rassembler sa famille. Ouais. Mais c'est plus une famille, arrêtez. Attendez. Mais arrêtez. Le mot de la fin avec Muriel. Muriel, le mot de la fin. Elle est là, Muriel. C'est la fin. Le mot de la fin, vous avez 20 secondes. Eh bien, écoutez, que les électeurs fassent en leur âme et conscience et ne s'occupent pas des ordres. On n'est pas sur le doigt sur la couture du pantalon. Bravo. Voilà. Merci beaucoup Muriel, merci beaucoup Julien. Continuez de nous appeler 0826 300 300. Dans un instant, seul contre tous. Philippe Bilger, la politique ne peut pas se payer le luxe d'être moral. Et Joseph Touvenel, l'armée française devrait prêter main forte à l'armée libanaise. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, merci en tout cas de votre fidélité. Vous nous regardez sur YouTube, j'espère on vous faire des petits coucous comme ça. Ce numéro de téléphone aussi 0826 300 300. Votre avis est important pour nous. Parlons vrai, Sud Radio, dans les territoires un petit peu partout en France. Avec aujourd'hui autour de cette table Philippe Bilger qui est avec nous, Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech, Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. Et en attendant, il y en a un qui va parler et les trois qui vont râler. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Seul contre tous, Philippe Bilger, la politique ne peut pas se payer le luxe d'être morale. C'est vraiment un seul contre tous, ma chère Cécile, puisque le citoyen que je suis pense absolument le contraire. Mais en même temps, je crois que ça vaut la peine, dans le cadre de ces débats qui intéressent beaucoup les éditeurs, de provoquer. Je pourrais dire rapidement que la politique, au risque de choquer, c'est précisément l'art
de ne jamais respecter la morale et de trahir ses engagements. Peut-être pas toujours pour des motifs sordides, mais tout simplement parce que lorsqu'on on prend des engagements, on ne connaît pas forcément la réalité qu'on va devoir affronter. Mais regardez à quel point des hommes illustres comme le général de Gaulle ont traité la morale par-dessus la jambe, parce que sinon, probablement, ils n'auraient pas pu régler d'une manière aussi cynique le problème algérien qui était un caillou dans son immense chaussure. De la même manière, je tente l'impossible, défendre un petit peu Olivier Faure qui a trahi avec une perfection absolue les engagements du Parti socialiste. D'une certaine manière, pouvait-il faire autrement, même s'il s'était attaché à une conception plus stricte de l'éthique? Donc j'en conclus, pour vous laisser me contredire, que la morale c'est quelque chose qu'on doit invoquer en amont, mais dont on sait pertinemment que dans la vie quotidienne de la politique, elle n'a aucun sens. Alors, moi je crois que la politique n'est pas faite pour être morale, on est bien d'accord, mais là j'ai une énorme divergence avec Philippe Bilger, c'est qu'elle ne peut pas avoir le taux d'immoralité ou d'amoralité qu'elle a, notamment chez certaines personnes. Désolé, il y a des limites à pas dépasser. Vous preniez l'exemple du général de Gaulle qui revient au pouvoir avec l'aide de l'armée en promettant que l'Algérie restera française et qui trahit ceux qui l'ont ramené au pouvoir. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Qui ne se fait pas. Comme la France ne devait pas abandonner les harkis, ce qu'a fait De Gaulle avec Pierre Messmer, comme elle ne devait pas abandonner les soldats indochinois qui s'étaient battus de notre côté dans la guerre d'Indochine. Parce que ça, le cynisme a quand même ses limites. Alors vous savez, je sais que c'est un grand mot qui a été galvaudé, c'est le mot honneur, plus que la morale, parce que la politique ne peut pas être morale, mais elle ne peut pas ne pas avoir au moins un minimum d'honneur. La politique, c'est la vie de la cité. Politis, la vie de la cité. Oui. Comment vivre ensemble si on n'a pas de la morale, et comment établir des règles qui soient des règles justes si elles ne sont pas basées sur la morale. C'est beau. Même si la réalité humaine fait qu'on n'est pas parfait, personne, mais l'exemple devant devenir d'en haut, pourquoi le pays va si mal ? Pourquoi on a des taux de suicide ? Pourquoi on a des gens qui partent dans les extrêmes ? Mais parce que en haut, on ne donne pas l'exemple, parce qu'on a perdu toute moralité ou une grande partie de la moralité. Tous ceux qui ont pratiqué un peu la chose militaire savent qu'un chef qui a de la morale peut amener ses hommes et ses femmes au feu, qui seront prêts à donner leur vie pour leur patrie. Mais si à la tête on a des gens totalement immoraux, on ne va pas se battre pour des gens qui vont nous trahir le lendemain matin. C'est si vrai. Ouais, là, j'ai vraiment envie et à la fois de verser une petite larme et d'applaudir. Mais comme malheureusement nous avons ici autour de cette table un peu d'expérience politique, je trouve que vous avez grossi le trait, mon cher Philippe Bilger. Évitez de parler de grossir parce que si le Médibus va me regarder. Non, mais vous avez oublié. Vous êtes excessif. Évidemment, la politique est amorale. Voilà, immorale, je suis pas certain. Amorale. Elle peut être les deux. On va dire qu'il n'y a pas de morale en politique. Voilà, parce qu'effectivement, là où je suis d'accord, le terrain peut être changeant, mouvant, qu'il faut adapter son comportement au contexte du moment. Machiavel, dans la préface, c'est pas très compliqué. Mais au-delà de ça, là où je suis d'accord avec vous, c'est que on est rentré dans une ère, une époque, et on va pas revenir en arrière, de l'immédiateté, de la vérité incarnée. Et aujourd'hui, n'importe qui peut vérifier, n'importe qui peut contester, n'importe qui peut s'exprimer. Donc effectivement, les politiques contemporains gagneraient, en tout cas, à coller à une forme de vérité, de moralité, pour que le monde, soyons un peu utopistes, aille un petit peu mieux. Parce qu'effectivement, tout le reste, aujourd'hui, ça ne tient plus, à part dans les espèces d'autocratie, dictature, voilà, là ça tient. On peut être immoral, on peut être amoral, au nez à la barbe de tout le monde, mais sinon ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Maintenant, Philippe. Mon cher Joseph, votre position est très intelligente, mais elle a une grande faiblesse, si vous me le permettez, c'est que vous ne répondez pas à la
question. J'ai dit que la morale ne permettait, la politique ne permettait pas la morale. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas des personnalités exemplaires qui doivent qui doivent susciter des adhésions. C'est très différent. Quand on a des crises, c'est là que les gens ressortent. Quand les nazis ont envahi la France, le choix était simple dans la politique. Ou je choisis de céder à la force de ceux qui veulent faire la Shoah, de ceux qui disent parce que tu n'es pas un grand blond, machin, etc., tu n'existes pas, ou j'ai la force morale. Et c'est là qui donne la dignité aux politiques de dire non, même si la force, à ce moment donné, me paraît être la plus grande de l'autre côté. C'est ça la morale en politique. Tout à fait. Le choix était tout sauf simple. Et juste 2 secondes, puisque vous dites que vous êtes allé contre votre avis, et quels seraient vos arguments à l'inverse ? Mais précisément le fait que la politique, pour qu'elle ait du sens, et aujourd'hui elle fait tout le contraire partout, elle doit être éthique. Et alors là, je rejoins le fait que si le pouvoir lui-même n'est pas exemplaire, n'est pas irréprochable, on ne peut pas espérer... Puis, Philippe, on sait que la politique, si on l'a dit, c'est aussi beaucoup dans les territoires. On l'oublie parce que c'est la politique du quotidien. Mais il y a des milliers de maires en France qui pratiquent la morale. Exactement. Des milliers de maires en France qui, quand ils prennent un engagement face à la cité dont ils ont la charge, respectent cet engagement. Effectivement, le poisson pourrit par la tête, et aujourd'hui la tête est bien pourrie, c'est pas pour ça que la morale est impossible en politique. Alors, puisque vous avez la langue bien pendue, Joseph Touvenel, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce qui m'est venu. L'armée française devrait prêter main forte à l'armée libanaise. Oui, alors il y a au moins 2 grandes raisons. La première, elle est historique. Les liens avec le Liban, c'est des liens qui datent au moins de François Ier. Où François Ier, les Européens d'ailleurs, avaient dit c'est la France, les rois de France vont être les protecteurs du Liban. Quand l'État libanais s'est créé, c'est la France qui a aidé à créer l'État libanais, à avoir son indépendance. Et puis, plus récemment, en dehors de l'histoire, il y a aussi notre sécurité. On oublie quand même tous les attentats. C'est des centaines de victimes sur le territoire national faits par le Hezbollah. Les attentats dans les années 83-86, chez Darty, à la Fnac, aux Galeries Lafayette, aux Champs-Élysées, enfin je pourrais continuer comme ça. Et donc on a aussi un ennemi qui est au Liban, un ennemi que l'armée libanaise est appelée à combattre. Et donc c'est une armée qui est petite, qui est mal équipée, qui pour le moment est encore mal formée, et on devrait lui prêter main forte pour l'aider à éradiquer ce cancer qui est le terrorisme du Hezbollah sur son territoire. D'autant plus qu'aujourd'hui, imaginez le Hezbollah avec 2-3 drones, ils peuvent nous les envoyer. Parce que le drone, il peut passer du Liban sur Paris. Donc notre sécurité nationale fait qu'on devrait les aider l'armée libanaise à éradiquer le Hezbollah. Et puis on a ces liens culturels aussi qui comptent, et ça serait l'honneur de la France. Et au lieu de vouloir changer toute la planète, comme souvent nous le dit le président Macron, qu'on s'occupe de nos alliés, de nos fidèles, de nos amis libanais. Sébastien Ménard. Moi, je trouve une limite à votre joli papier, Joseph. C'est que, en fait, le problème, c'est que l'armée, il y a une armée évidemment au Liban, mais on ne sait pas qui dirige le pays. On ne sait pas dans quelle direction. Enfin, vous parliez de tête tout à l'heure. La problématique, c'est qu'aider une armée dont on ne connaît pas quelque part les orientations, la tête. Enfin, moi j'ai un vrai problème. Évidemment, le Liban, les Libanais, le Liban est un pays magnifique. Les Libanais est un peuple ami. L'histoire, vous l'avez rappelé, l'économie, la culture. Mais aujourd'hui, franchement, envoyer l'armée française dans un tel bourbier. Mais qui dirige ce pays ? Qui dirige ce pays ? Alors, je suis d'accord avec Sébastien Ménard pour deux points. Premièrement, je pense que la France a payé un très lourd tribut au Liban. Je pense en 82, notamment la mort de l'ambassadeur de France, Louis Delamarre. Et évidemment, d'ailleurs, il y a eu des morts de votre régiment, mon cher Joseph, du 1er et du 9e chasseur parachutiste, et vous êtes un ancien du 9e RCP. Donc c'est pour ça que je sais que c'est un sujet qui vous touche. Mais il y a 2 choses. Déjà, la France a payé un très lourd tribut. Deuxièmement, le régime libanais, comme le dit très justement Sébastien Ménard, on ne sait pas. Parce que pour qu'il ait laissé le Hezbollah comme ça depuis des années, c'est que tout le monde sait que c'est un régime corrompu, que c'est un régime qui est dirigé
on ne sait pas par qui. On comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend plus rien. Plus vrai. Hein. Ah bon, vous trouvez? Ah oui. Ces derniers mois, ça n'est plus. Il y a du tout aujourd'hui le un chaos président de la République qui s'appelle le général Aoun, qui a commandé l'armée libanaise à un moment donné. C'est vrai que c'est compliqué, que c'est l'Orient compliqué, mais là, il y a une chance, parce qu'il a su fédérer autour de lui ceux qui sont opposés au Hezbollah, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans. Et cette chance, il faut qu'on puisse la saisir, sinon ça se retournera contre nous. Moi, je vais vous dire, ce que je comprends pas, c'est qu'on n'ait pas liquidé le Hezbollah quand ils ont fait couler le sang français au Liban et en France. Aujourd'hui, si on y va parce que, mais là, comme c'est un proxy de l'Iran, c'est une guerre directe avec l'Iran à venir. J'ai dit prêter main forte. Oui. C'est-à-dire des équipements, là, vous devez des formations. Et pour le moment, on le fait très très peu, on le fait quasiment pas. C'est-à-dire, permettre à des cadres de se former, d'avoir du matériel, d'utiliser ce matériel. C'est pas envoyer la troupe et envoyer des petits soldats demain matin dans le bourbier libanais. C'est prêter main forte à une armée qui représente un pouvoir qui est aujourd'hui un pouvoir légal. Merci beaucoup, messieurs. La suite dans un instant, l'info en plus. On ira à Abu Dhabi avec Angélique, une écrivaine française qui nous partage un témoignage exclusif sur la guerre en Iran et qui prend une nouvelle tournure dans le détroit d'Ormuz. On en parlera avec elle dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Faire un coup de gueule comme ça à l'inspiration. Ah bah écoutez, très bien. Et ben voilà, on a récupéré la ligne. Tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et Angélique est avec nous, écrivaine ou écrivain français, installée à Abu Dhabi, auteur de ce livre « Un jour sera demain » à la fin de l'Ancien Monde. La fin de l'Ancien Monde, pardon, aux éditions Ovadia. Angélique, bonjour. Bonsoir Cécile. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous vivez un moment très très particulier. Vous êtes à Abu Dhabi. Expliquez-nous la situation en ce moment. Alors, depuis 48 heures, on va dire que ça s'est un peu calmé. Oui. Même s'il y avait des frappes diurnes et nocturnes dans des créneaux bien précis. Suite à l'annonce d'un conseiller du gouvernement, ce matin, malheureusement, les frappes ont repris de plus belle. En espace d'une heure, on a dû avoir 4 alertes, donc 4 fois descendre, monter dans les abris. C'était assez intense. Donc là, oui. Vous habitez à Abu Dhabi ou vous êtes en vacances ? Non, j'habite. Vous y habitez, donc ça veut dire que il y a sous votre maison ou sous les immeubles des abris qui ont déjà été mis en place ? Non, les abris, ce sont les parkings, puisque toutes les résidences ont des parkings ayant moins 3 niveaux. Donc on doit descendre au niveau le plus bas, donc moins 3. Et on attend qu'en fait l'alerte soit levée pour remonter. Vous avez été initié justement à ces, comme en Israël ou comme dans des lieux, enfin des terrains de guerre. Est-ce qu'on vous a expliqué comment ça se passait, comment ça se passe? On vous envoie des textos, c'est quoi le déroulement? Alors, nous avons des alertes sonores avec le texte, comme quoi on nous demande de nous retrouver en fait dans un lieu abrité, puisqu'on n'est pas forcément chez soi quand ça sonne. Donc, soit dans des parkings, soit quand on est dans les malls, on doit rester dans les malls et si possible dans les parkings. Quand c'est dans les bureaux, on nous demande de descendre, pareil, au niveau à chaque fois sous les souterrains en fait. C'est plutôt quel type de frappe que vous subissez? Des frappes de drones, des frappes de missiles? C'est quoi exactement? Les deux. Alors en fait, nous avons, pour vous donner une petite idée, depuis le début de l'événement, donc depuis fin février, on a eu 1699 drones, 342 missiles, et il y a 98% de réussite. Ah oui. Oui. Ah, c'est énorme. Aujourd'hui, là, à cette heure-ci, on a eu 27 drones et 13 missiles. Pardon de vous poser une question qui, je l'espère, n'est pas grossière. Quel est l'effet que ça fait, ces drones et ces missiles? Est-ce qu'on a vraiment la certitude que sa vie est en péril ou ce sont des tremblements? C'est quel genre d'atteinte? En fait, on a la même sensation. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont annulé les feux d'artifice, puisque vous savez qu'on est dans la période du Ramadan et bientôt c'est l'Aïd. Donc ils ont carrément supprimé les feux d'artifice parce qu'en fait ça fait le même effet, mais sans la couleur. D'accord. C'est-à-dire le son est le même, un peu plus intense.
Et dans le ciel, au lieu d'avoir des couleurs, on n'a qu'une couleur éclatante blanche avec des traînées de nuages blancs derrière. Mais on sent bien qu'aux Émirats, c'est quand même très organisé, quand même. C'est bien, c'est très géré. C'est au-delà de l'organisation. Sincèrement, j'ai jamais vu ça. Quand on voit un petit peu les actualités dans d'autres pays, il y a une organisation, comme si en fait ils se sont préparés depuis un petit moment. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont quand même un homme de fer assez efficace. Plus qu'efficace, et il y a en fin de compte il y a une organisation générale, c'est-à-dire aussi bien de la part des ambassades qui se rapprochent de leurs ressortissants en envoyant des messages donc dans les langues de chaque pays, plus le gouvernement qui informe la population de manière générale. Est-ce qu'ils vous ont demandé, est-ce que les ressortissants français, on est venu les voir en disant ce serait peut-être mieux que vous rentriez non, en France? D'accord, ok. Alors pas pour l'instant. L'ambassade a mis à disposition pour les familles souhaitant partir, on va dire un rapatriement, bon, surtout pour les enfants, les familles qui ont des enfants de moins de 7 ans et les personnes vulnérables. Donc les personnes qui sont malades, etc., les personnes âgées. Ensuite, les entreprises locales françaises sont en train de préparer au cas où une évacuation si la situation dégénère. Mais pour l'instant, le mot d'ordre, c'est de rester et de continuer à bosser, soit en télétravail ou dans les bureaux, suivant la situation des bureaux. Mais ça veut dire que vous avez une vie, quasi normale quand même ? Alors, on a une vie, oui, normale, mais quand même rythmée par les alertes. Ce qui fait que notre vie, elle est gérée par la durée des alertes. Donc, on doit s'organiser. On n'a plus du tout le même rythme de vie, puisqu'on sait que le matin, par exemple, il y a des alertes. Donc, on est obligé de se lever beaucoup plus tôt pour pouvoir se préparer, etc. Parce qu'une fois que les alertes commencent, on monte, on descend, on ne sait pas combien de temps ça dure. Ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer une demi-heure. Et ensuite, le soir, pareil, on sait qu'on a en fait des fenêtres de tir. Mais en ce moment, dans la journée, on va dire c'est plus ou moins calme. Sébastien Ménard. On a quand même le sentiment que l'Iran a voulu mettre un coup d'arrêt, je dirais, à la grande attractivité, parce que moi j'ai beaucoup d'amis à Abu Dhabi, à Dubaï, qui ont participé quelque part à ce qu'on appelle le tourisme d'affaires et qui sont très heureux d'y travailler, d'y vivre aussi. Et est-ce que ça n'a pas un effet, malheureusement, j'espère juste conjoncturellement et momentanément négatif, sur toutes celles et tous ceux qui travaillent dans la communication, dans l'influence, etc. Alors, au niveau communication, non, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de communiquer positivement. Donc, justement, on a besoin on va dire, entre guillemets, des influenceurs pour assurer la population touristique de nous venez, vous inquiétez pas, on gère les choses, tout est sous contrôle. On va dire, le secteur qui est touché pour l'instant, mais c'est que provisoire, c'est l'immobilier. Mais de manière générale, le rythme de vie, l'économie est stable. En tout cas, merci. Il n'y a pas de licenciement, on demande pas aux gens de rentrer chez eux parce qu'on diminue les effectifs, etc. Bien au contraire, d'autant plus que le gouvernement local fait tout pour que nous puissions travailler dans les meilleures conditions et que nous puissions rester. Merci beaucoup Angélique, en tout cas de votre témoignage, et bon courage bien entendu, on se tiendra au courant, on prendra de vos nouvelles. Merci pour ce témoignage. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. Ah mon gars, c'est de la fraude, mais si tu fermes ta gorge, il n'y aura pas de fraude. Et si je vous rappelle, si jamais ça m'intéresse, mais il rappelle jamais. Flavio est avec nous, ça va Flavio ? Ça va très bien et vous ? Oui, on achète encore une voiture aujourd'hui. C'est ça, nouvelle annonce, nouvelle arnaque sur le Bon Coin, une voiture bien accidentée à vendre à plus de 25 000 €. Oui. Et prix totalement déraisonnable. Voilà. Et le problème, c'est que le vendeur m'a même insulté, menacé. Enfin, on n'a pas le droit de lui poser de questions. Il y a rien qui va sur l'annonce, mais on n'a pas le droit de lui parler ni de lui faire des remarques. Enfin, c'est faut venir avec l'argent et point final. Exactement. Ouais. Au bon accueil, bonjour, écoutez. Allô. Oui, qui ? Oui, bonjour, je vous appelle pour la BMW à vendre sur le Bon Coin. Toujours dispo ? Si l'annonce est en ligne, c'est toujours dispo, frère, logique. Ouais, c'est vrai. Je voulais savoir par rapport au prix,
Quoi, le prix? Le prix, c'est le prix du véhicule ou il y a une erreur? Oui, j'étais con, quoi. Bien sûr, c'est le prix du véhicule. Tu crois que c'est le prix de quoi? Maison? Non, c'est par rapport à l'état du véhicule. Je voulais savoir si c'est le prix du véhicule, c'est fixe ou négociable? Prix fixe, il n'y a pas de négociable. C'est le prix du marché, donc ce que j'ai mis, c'est le prix fixe, pas de négociable. Parce que le prix du marché, c'est si le véhicule est en bon état. Là, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mon pote, écoute, je suis pas ton pote, mon pote. Tu parles de prix, argent, négociable, négocie pas. Si t'es pas content, casse-toi. C'est prix fixe, ça, y a pas de descendre. Mais là, t'es un peu, vu que, ce prix fixe en plus, t'es un peu fou de mettre ce type de prix, non? Comment je suis fou? Par rapport à la voiture. Comment je suis fou, voilà? Tu parles à qui, toi? Vas-y, ferme ta gueule, là. Tu crois que tu fais des blagues à qui, là? Tu crois que j'ai 15 ans, quoi? Donne l'adresse, je vais t'attraper, je vais te... Allez, t'es sûr? Je parlais juste de la voiture, le prix de... ta gueule, donne l'adresse, on veut ton adresse tout de suite, là. On va régler ça, le problème dans la vraie vie, nous. Pas blabla téléphone. Vas-y, casse-toi, là. Appelle encore une fois, tu vas voir ce que je vais te faire. Rigole, fais le malin, fais malin. Voilà, au bon accueil, bonjour. Ouais. C'est inouï, tout de même. Grossier. C'est grossier personnage. C'est fou. Violence. Et on veut lui acheter une voiture. Ah ouais. La voiture, quoi. La voiture. Au prix de la voiture accidentée au prix du non accidenté, ça c'est un nouveau concept. Accidenté, c'est un mot trop léger quand même. Oui, ça s'appelle une œuvre d'art. Oui, c'est ça. 25 000 €. Alors Flavio, quand même, quand j'étais à l'entrée tout à l'heure, il y avait un gars avec une grande barre de fer qui m'a demandé si je te connaissais. Il vous a dit je suis pas mon pote, c'est mon pote, ton pote. Il m'a dit tu connais frère Flavio. Et puis il y avait une bagnole en très mauvais état. Bon on l'achète pas, hein. Vous voulez l'acheter, tant pis, hein. On l'achètera autre chose. J'ai envie de dire merci beaucoup Flavio. Mais c'est moi. Et comme on dit, à demain. Vivement demain. Vivement demain. Allez, restez avec nous dans un instant. Le journal et la météo, les coups de gueule de Philippe David. Ne m'appelez plus jamais France Libre. Ouh, pas mal. Si vous avez écouté l'actualité, vous savez de quoi on parle. Allez, à tout de suite. Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus. Philippe Bilger est avec nous. Sébastien Ménard, éditorialiste entrepreneur dans la food tech. Joseph Touvenel, qui est vice-président du Centre européen des travailleurs. Et à partir de 18h30, un événement exceptionnel sur Sud Radio, Philippe David. Oui, le débat qui va opposer Jean-Luc Moudinque, le maire sortant, et François Piquemal, son challenger LFI pour la mairie de Toulouse. Toulouse, la seule très grande ville de France qui pourrait tomber aux mains de LFI dimanche prochain. Avec nos amis de la Dépêche du Midi et animé par Christine Bouillot de Sud Radio. Mais tout de suite, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Indre, à côté de Nantes. Pourquoi Indre? Parce que c'est là que le président de la République a annoncé le nom du futur porte-avions et qui s'appellera le France Libre. Oui, et je dois dire que ce nom ne me convient pas puisque depuis que la France fabrique ses propres porte-avions, ça date de la fin des années 50, début des années 60, la France en a construit 3 et les 3 avaient un nom incarné de chef de guerre. Il y avait eu le Foch, le généralissime de 1918, l'homme de la victoire. Il y avait eu le Clémenceau, l'homme qui, en arrivant à la Chambre des députés en mars 1918, disait « Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Bref, je fais toujours la guerre. » et qui deviendra le père la victoire quelques mois plus tard. Et il y avait eu après le Charles de Gaulle, l'homme qui, le 18 juin 1940, avait dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Et je n'aime pas le nom France Libre, et pourtant je suis petit-fils de médaillé de la Résistance, parce que pour moi ce n'est pas un nom incarné. Avant que le nom soit décidé, on débattait dans les bureaux de Sud Radio de comment on aurait appelé le porte-avions. Et j'avais pensé à 3 noms. Le premier, le Louis XIV. Parce que Louis XIV a représenté l'apogée de la France dans son histoire lorsqu'elle fut la première puissance mondiale. J'avais pensé à Napoléon Bonaparte. Parce que Napoléon Bonaparte, c'est la France ressuscitée après la Révolution qui domine l'Europe et qui est à nouveau la première puissance mondiale avant de perdre cette place lorsque les Anglais notamment nous ont vaincus à Waterloo. Et j'avais un 3e nom peut-être moins connu mais que j'aimais beaucoup, Surcouf. Pourquoi? Parce que Robert Surcouf était le
plus grands corsaires de l'histoire de France. Et je pense que pour un bâtiment de la Royale, le nom d'un corsaire n'aurait peut-être pas été mal. Alors oui, moi je pense qu'il aurait fallu un nom plus incarné que le nom France Libre, comme par exemple les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ont des adjectifs qui font peur, comme le redoutable, le terrible, le terrifiant. C'est une occasion manquée, alors s'il vous plaît, ne m'appelez plus jamais France Libre. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Et pourtant, il faudra bien, mon cher Philippe David, à retrouver bien entendu en podcast Philippe Bilger. Alors bravo pour l'exercice improvisé, mon cher Philippe. Bravo Philippe. Merci. Mais deux critiques, enfin très, très amicales. D'abord, je n'aurais pas été emballé par vos trois mots. Napoléon Bonaparte, me semble-t-il, aurait suscité, alors que c'est un génie, beaucoup trop d'opposition, et Surcouf n'était pas assez universel. Et puis en définitive, vous dites que ça n'est pas incarné. Oui, c'était le moins bon, de mon point de vue. Mais vous dites que ça n'était pas incarné, mais précisément parce que France Libre est désincarnée, ça peut rassembler énormément de gens, je le crois. Sébastien Maillard. Il était très difficile quelque part de trouver un successeur au général de Gaulle. D'ailleurs, la vie politique ne l'a pas trouvé, mon cher Philippe David. Ah ça, on est bien d'accord. Donc il y avait quelques tentations. On avait entendu ici et là parmi des quelques éditorialistes, certains et s'illusionnaient avec des François Mitterrand, etc. Enfin, tout ça était un peu ridicule. J'ai même entendu le Simone Veil, par exemple. Oui, mais évidemment, je l'ai entendu aussi. Mais tout ça était un peu ridicule. Donc le fait qu'on le désincarne et qu'on tente de moderniser l'approche, enfin, on est en 2026, vous nous ressortez Louis XIV, Napoléon Bonaparte, Robert Surcouf, mettez-vous à jour, monsieur Philippe David, s'il vous plaît, un peu de modernité. Voilà, le 2.0, 3.0, oui, mais allez-y. Excusez-moi, eux ont représenté la grandeur de la France. Mais la France libre aussi, monsieur Philippe David. Oui, mais c'est pas incarné. L'avantage, c'est de France Libre, ça s'appelle, c'est FL. Bon, j'embrasse Gustave pendant qu'on est là. Voilà, mais en fait, c'est Cécile le minibus qui a tout compris. Et François-Louis Bourdon, c'est ses initiales. Pour ma part, c'est un grand soulagement. Bravo. Je craignais Joseph. le pire, c'est le bateau lavoir, le John Fitzgerald Kennedy, voire l'Emmanuel Macron. Donc, vous êtes dur. La France libre, ça a été dit, c'est aussi la nation. Et oui. C'est des choix de la nation pour la liberté avec de vraies valeurs. Et peut-être c'est ce qui peut rassembler. Et un porte-avions, il va sur les mers, il représente la puissance française. Là, c'est bien de rappeler ce moment de l'histoire. Peut-être à une époque où les jeunes générations connaissent de moins en moins l'histoire, y compris cette histoire qui est relativement récente, c'est peut-être l'occasion de leur rappeler ce qu'était la France libre. Et tous ceux qui nous bassinent tous les matins en nous disant les nazis sont à nos portes, leur rappeler ce qu'est véritablement les nazis et qu'ils arrêtent d'arrêter ces termes en politique qui n'ont aucun sens aujourd'hui, en tout cas en politique française. Et c'est peut-être une preuve de l'insoumission, en tout cas de la France, aux autres États. Merci beaucoup Philippe David, à retrouver bien entendu en podcast. Dans un instant, nous nommerons un ministre, et en l'occurrence un ministre de l'écologie. Et puis ce sera le qui c'est qui l'a dit. Il est mythique aujourd'hui. Il est mythique, oui. Ouais, celui-là, il va valoir très cher. Ouais. Le prix d'un porte-avions. Oui. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le minibus. Et autour de cette table, la générosité de 3 personnes, de Philippe Bilger. Quelle générosité de partager vos idées avec les... En mots, je suis impeccable. Ouais, mais oui, bien sûr. Sébastien pour Ménard. Le reste, Merci pour tout ce savoir, Sébastien Ménard. Et merci, Joseph Touvenel, pour cette sagesse. Parce que c'est difficile. C'est pas facile, c'est sûr. Entouré comme je le suis. Pardon, Cécile, évidemment. Quel faillot. Mais pas du tout, pas du tout. Gentil de la part de Cécile. Bah oui, il a du goût, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ouais. Et si on nommait un ministre, si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et notre ministre de l'écologie s'appelle Alain, qui nous vient de Lyon. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio et merci en tout cas de porter ce titre avec vous surtout. Je savais pas ce que je voulais dire. Non mais je m'auto-vanne, c'est ça qui est bien. Avec une grande compétence à venir. Voilà, merci Philippe. Heureusement que vous êtes là. Mon cher Alain, Monsieur le Ministre, quelles sont vos propositions en tant que ministre de l'écologie ? Bien, normalement, je devrais présenter un grand plan, mais là, je suis obligé de coller à la réalité de l'instant. Ouais. Donc, dans une partie du monde, le Moyen-Orient, on ne va pas le citer, se passe à des événements qui représentent un très grand danger pour l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a déjà un risque de marée noire géant. Des raffineries sont bombardées, des réservoirs d'essence sont bombardés. Enfin, il y a une pollution atmosphérique très importante aussi. Donc il faut absolument que les gens, et là sans aucun parti pris politique, puisque la situation est trop grave, elle touche le monde entier, il faut absolument, en tant que ministre de l'Environnement, faire ouvrir la discussion avec toutes ces nations qui sont en conflit, pour leur faire prendre conscience que le monde d'aujourd'hui, au regard du réchauffement climatique, de la pollution des eaux, des sols, etc., ne peut plus se permettre une guerre de cette ampleur. Sans mettre en péril toute ou partie de la population mondiale ou de la vie sur Terre. Donc il faut entamer des discussions avec eux pour quand même leur prendre conscience qu'il faut qu'ils trouvent un autre moyen pour régler leurs différends, parce que le temps des bombes et des missiles à tout va est révolu, parce que la Terre ne peut plus le supporter. C'est intéressant. C'est intéressant, oui. Monsieur le ministre, vous voyez donc l'écologie comme un facteur de stabilisation internationale. Tout à fait. Vous avez tout à fait compris ma position. C'est exactement ça. C'est intéressant, Sébastien Maynard, de cette vue de la guerre. Moi, j'aime bien les rêveurs, j'aime bien les humanistes. Et quand on a des personnalités politiques comme notre auditeur qui quelque part nous adresse, Monsieur le ministre, qui nous adresse entre guillemets les contours, les perspectives pour dessiner un monde meilleur, j'ai envie d'adhérer. Donc montez votre parti, je veux la carte numéro 1. On parlait des LR, là je veux la carte numéro 1 de votre parti, Monsieur le ministre. Vous êtes déjà plus nombreux que chez LR avec une. Comme vous êtes. Il n'aura pas une. Vous êtes déjà deux pour ça. Laissez-le répondre, Monsieur le ministre. Oui, tout à fait, mais un parti, mais il ne faut pas oublier que l'écologie, normalement, est hors de la politique. Ça dépasse la politique, ne doit pas avoir une couleur politique. Bon, des partis politiques la récupèrent actuellement pour se faire une communication à bas coût, mais la réalité, c'est que l'écologie, elle touche le vivant. Le vivant, il n'a pas de couleur politique. Donc là, ce discours, il était très carré. C'est-à-dire que là, il y aura, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on sera touché par cette pollution créée par la guerre de la même manière. C'est absolument vrai, Monsieur le ministre. Joseph Touvenel. Alors, le ministre a raison. La planète, nous en sommes co-responsables. C'est notre maison commune, comme disait le pape. Et donc, effectivement, la guerre, avec les problèmes, les risques écologiques avérés. Mais d'abord, la guerre, c'est la mort d'hommes et de femmes. Oui, complètement. Il ne faut pas oublier non plus. Mais faut pas tomber et sombrer dans le catastrophisme non plus. Parce que effectivement, une marée noire, c'est catastrophique sur un temps donné. Moi, je me rappelle la marée noire de la Mococadix en Bretagne. Au bout de la Bretagne, on nous a décrit, mais alors, il n'y aurait plus de poissons, il n'y aurait plus rien sur les côtes. Et puis, quelques années après, tout est revenu, et est revenu même en plus grand nombre, parce que les petits restes qu'il pouvait y avoir de cette marée a nourri le biotope. Et donc, à la fois, il faut être vigilant, avoir de la perspective, mais pas sombrer dans le catastrophisme qui nous ferait nous suicider dès la sortie du studio. Alors moi je crois qu'il y a une chose, la Mococadie, c'est un souvenir douloureux, c'était l'anniversaire avant-hier d'ailleurs, 16 mars 78. Mais je tiens à rappeler, comme le disait très justement Monsieur le ministre, que quand il y a eu la première guerre du Golfe en 91, Saddam Hussein avait pratiqué ce qu'on avait appelé à l'époque le terrorisme écologique. Tout à fait.
absolument, en faisant déverser des millions de barils de pétrole dans la mer et également un peu partout autour, notamment au Koweït qu'il avait envahi. Donc je crois que c'est un sujet qui est vraiment prégnant et qui est essentiel. Mais il faut le voir comme le voit Monsieur le Ministre, pas sous forme d'écologie punitive entre ZFE, de taxe carbone et tutti quanti. Je pense que c'est sous cet angle qu'il faut le voir. Oui, mais ça veut dire qu'il a raison. Il y aura quand même un impact important qu'il faudra gérer après. Oui, mais les choses sont pas finies, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a l'impression, quelquefois, on nous dit, mais c'est inexorable. Non, c'est douloureux. C'est sûr, pendant quelques années, ça pose d'énormes problèmes, mais la nature est si bien faite que les choses reviennent. La vie est la plus forte. Et on reconstruira avec des matériaux beaucoup moins lourds pour l'écologie. On peut même aller plus loin. Hein. Enfin, des cataclysmes sur la planète Terre, il y en a déjà eu d'autres. Voilà, c'est la vie, c'est une certaine forme de vie qui disparaît et puis une autre forme de vie réapparaît. Voilà, donc mais moi j'aime bien, Monsieur le Ministre, l'idée finalement de se dire que la guerre est un outil quelque part d'atomisation, d'asservissement de la vie et de la vie naturelle. Et donc si on doit préserver la vie à tout prix et si on doit pour ce faire interdire la guerre, j'adhère à votre parti. Ouais. Ils sont déjà 2, c'est bien. C'est très poétique. Bah non, c'est poétique. Il y a Joseph aussi. Ah bah ça fait 3. Et Philippe Bilger. Bah ça fait 4. Non mais nous c'est pas un peu. Ah bah là vous êtes plus nombreux que LR et le PS réunis. Alors c'est vraiment. À côté de moi, je vous rappelle juste que dans notre pays, il y a eu une époque où la guerre était interdite et c'était respecté. Et c'était une bonne idée. C'était au Moyen-Âge, sous l'influence de l'Église, qui interdisait la guerre pendant certaines périodes et c'était respecté. Avons-nous régressé depuis ? À l'époque, on suivait les conseils de l'Église. Oui, voilà, bref. Merci en tout cas, Alain, de nous avoir appelés. Merci d'avoir endossé ce joli rôle. Oui, et ce ministère aussi, je voulais lui dire. Voilà, 0826 300 300, c'est comme Alain. Demain, vous voulez devenir ministre, vous pouvez appeler Zach tout de suite. Et on sera ravis de vous accueillir. En attendant, dans un instant, le qui c'est qui qu'elle est. Maintenant ? Oui, on le fait maintenant. On le fait maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le qui c'est qui l'a dit est avec nous. Le qui c'est qui l'a dit, je récupère mes feuilles. Qui c'est qui l'a dit ? Marine Tondelier a fracassé le Front républicain en devenant une alliée directe du Rassemblement national et de l'extrême droite. Tiens. Fort. Non. C'est surprenant. Xavier Bertrand. Non. C'est surprenant. Surprenant. C'est très surprenant. C'est pas Hollande. Non. Il est un peu en bisbise en ce moment. En bisbise. Oui. Avec sa ville et un concurrent. Estrosi. Bonne réponse de Philippe Bilger. Marine Tondelier, allié direct du RN, ça je l'avais pas imaginé. Qui c'est qui l'a dit ? Le Parti socialiste et les écologistes ont inventé en France l'antisémitisme à géométrie variable. C'est Retailleau qui a dit ça. Bonne réponse de Sébastien Ménard, Bruno Retailleau. Question qui c'est qui l'a dit ? Renaissance est en train de gagner son pari de l'installation. Gabriel Attal. Non. Qui est-ce qui a encore ? C'est une femme. C'est le même parti. Ah oui, c'est pas l'ancienne porte-parole ? Non. Non. Elle n'a jamais été porte-parole. Elle a été ministre, mais elle n'a jamais été porte-parole. Attends. Elle est chez Attal ? Oui. C'est pas Borne. C'est pas Borne. Non. Non, c'est une femme. Attends. Un autre indice, allez. Elle était ce matin sur Sud Radio. Alors là, si vous ne trouvez pas... Pris par la patrouille, vous n'avez pas écouté la matinale. Elle a été à l'écologie. Oui. À l'écologie. C'est pas Pompili. Oui, bonne réponse de Philippe Bilger, Agnès Pannier-Runacher. Mais parlez près du micro, sinon personne n'entend. C'est vrai, mais j'étais pas sûr de moi pour une fois. Qui c'est qui a dit la gauche est dans le déni sécuritaire, c'est la culture de l'excuse. Barnier. Non. Darmanin. Non. Valls. C'est une femme. C'est qui, pardon ? C'est une femme. Une femme encore. Dati. Bonne réponse de Sébastien Ménard. À vous. Non, c'est à vous. Ah bon, d'accord. Question qui c'est qui l'a dit ? Nous allons très bientôt faire quelque chose concernant Cuba. Trump. Bonne, elle était un poil plus Philippe Bilger est un peu plus rapide.
Il a même dit qu'il serait le libérateur de Cuba. Oui. Qui c'est qui l'a dit à Jordan Bardella? Quand on n'est pas de droite, on ne se soucie pas des décisions de la droite. Ça oui, c'est un républicain. Ah non. Ah non. Non, pas du tout. Non. Quand on n'est pas de droite... C'est un petit parti. Zemmour Absolument, bonne réponse. Éric Zemmour. Président de Reconquête. Qui c'est qui l'a dit sur les alliances PS-LFI? C'est un naufrage politique et moral. Je trouve qu'Olivier Faure a des accents de Guy Mollet du 21e siècle. C'est à la fois l'alliance du sectarisme et de l'opportunisme. Et là, c'est Barnier. Non. C'est pas le même bord. C'est un ancien ministre. Ancien ministre qui a eu des ministères... C'est pas Le Drian. Régalien. Bonne réponse de... Jean-Yves Le Drian. Il est fort, Philippe Bilger. Non, c'est pas Olivier Faure, c'est Jean-Yves Le Drian. Non mais... oh là là. Qui c'est qui l'a dit? Ce qu'on fait ou non dans ce moment crucial va nous coûter pour l'élection présidentielle. Le voilà, mon Barnier, non? Non, c'est un député. Je vais C'est Gage. Oui, bonne Jérôme réponse. Là, c'est la rationalité. Ouais. Qui c'est qui l'a dit à Johanna Roland, maire PS de Nantes, qui avait dit qu'il n'y aurait jamais d'accord avec LFI avant de fusionner. Ne croyez jamais un socialiste. Ça aurait pu être Dati, ça? Ah non. C'est un député. Ouais. Et on a déjà eu Gage, donc... Non, pas le même bord que Gage. Non, c'est pas le même bord. C'est plus loin. C'est LFI. LFI. On a beaucoup parlé de lui dans une commission d'enquête parlementaire. Saint-Toul. À l'oncle. Non, LFI. Saint-Toul. Non, la commission Bétaram. Bétaram, Vanier. Bonne réponse de Philippe Bilger, Paul Vous Vanier. l'aviez vanné d'ailleurs à Et une c'est certaine fini, époque. c'est fini. Vous avez Je suis gagné battu. 6-2-1. Oh là là. Malheur. Les doigts dans le nez, hein. Ouais, facile pour lui. Là. Facile. Les amis, dans un instant, le débat. Dans un instant, oui, c'est l'événement. Toute la France a les yeux fixés sur Toulouse, puisque Toulouse est la seule très grande ville de France qui peut passer dans l'escarcelle de la France insoumise. Et jusqu'à 20h, ce sera le grand débat, en partenariat avec Sud Radio et La Dépêche, qui va opposer Jean-Luc Moudinque, le maire sortant, et François Piquemal, son concurrent LFI. C'est évidemment sur Sud Radio, c'est l'événement du jour, et c'est jusqu'à 20h. On se retrouve dans quelques instants. Avec nos amis de La Dépêche du midi. Et nous, on se retrouve demain à 17h. Absolument. Merci Philippe Bilger, merci Sébastien Ménard, merci Joseph Touvenel, merci notre équipe formidable. On vous retrouve demain à partir de 17h. Bon débat. Absolument. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.